Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de boxe dans laquelle on va parler d'un combat qui peut être combat de l'année la semaine prochaine, donc entre Robeisy Ramirez et Rafael Espinoza. C'est une revanche, il y a déjà eu un combat l'année dernière, donc je vais un petit peu vous retracer tout son déroulé et également l'histoire des deux gars, donc de Ramirez et de Espinoza, qui a pu mener donc, à cette confrontation en décembre dernier. Ils remettent le couvert cette année, pareil en décembre, je crois que c'était le 9 décembre l'année dernière, et là on est sur le 7, donc c'est vraiment la même date. Et donc l'année dernière ça a été un combat vraiment exceptionnel, qui aurait pu être sacré combat de l'année, et donc on espère revoir d'aussi belles étincelles dans le combat de la semaine prochaine. Juste avant, gros mot à mon boxeur de cœur, Sunny Edwards, qui affrontait Galal Yafai, un ancien Olympien. Edwards, qui était un ancien champion du monde IBF des poids mouches, qui a été battu par Bam Rodriguez en décembre dernier. Il avait fait un retour victorieux en juillet contre Curiel, où il avait vraiment dominé Curiel de la tête aux pieds. Et là, il combattait pour une demi-finale mondiale, enfin même une finale mondiale, pour le titre WBC. Donc le gagnant avait la possibilité, et devrait avoir la possibilité, d'affronter Kenshiro Tanahashi. J'ai pas forcément fait de vidéo pour ce combat parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc malheureusement, Edwards a pris la pire rouste de sa carrière. Potentiellement pire que contre Bam Rodriguez en vrai, parce qu'Edwards a quand même proposé des choses contre Bam. Là, contre Yafai, c'est dur de vraiment lui trouver un round qui remporte. Yafai a mis beaucoup de pression dès le début et Edwards n'a vraiment pas pu utiliser son jeu de jambes excellent pour être capable de renverser la vapeur. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin du combat, ce qui est jeune, il n'est pas si vieux Edwards, mais ce qui se comprend après la performance qu'il a fait. Et c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup, dont je reparlerai peut-être une autre fois de manière un peu plus complète. Mais voilà, juste avant je le précisais, vraiment, voilà, je force. Maintenant, Robeisy Ramirez contre Rafael Espinoza. Je pense que s'il y avait un personnage des deux à présenter en premier, ce serait probablement Ramirez, qui était champion WBO des poids plumes l'année dernière, tandis qu'Espinoza lui était son challenger. Ramirez, donc c'est un Cubain qui en fait est un peu entre deux générations cubains, deux Cubains, puisque donc pendant très longtemps, il y a pas eu, les boxeurs de Cuba étaient interdits de passer professionnel, parce que c'était vu comme étant contraire à l'idéal communiste, donc d'avoir un sport dans lequel on s'implique individuellement, dans lequel on récupère un bénéfice individuel. Et donc lorsque Fidel Castro est arrivé au pouvoir au début des années 60, la boxe pro a été bannie à Cuba. Il y a eu plusieurs styles cubains, il faut le dire. Si vous regardez les boxeurs cubains des années 60-70, on avait des gros bagarreurs, la frappe assez dure. Ensuite, on a eu des gens qui étaient plutôt outboxeurs, on a de nouveau eu un peu des bagarreurs. Et là, récemment, le style cubain, c'est un style qui est vraiment fait pour la boxe amateur, un style qui est très en souplesse, très dans le jeu de jambes, très dans l'esquive, et pas forcément une garde haute et bien fermée, mais justement des bras un peu ballants, et essayer d'attaquer un peu avec des angles sympas. Toujours avec un jeu de jambes exceptionnel, et également une capacité pour certains à être capable de switcher gaucher-droitier. Donc c'est une très belle boxe, très belle boxe, mais c'est des boxeurs qui ont par le passé montré pour certains qu'on peut passer professionnel en fuyant leur pays, et donc en étant reniés de leur pays. Certains Cubains ont pu passer pro, et on a vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés en boxe pro à gagner des combats. Pas parce qu'ils étaient moins bons que leur adversaire, mais parce qu'ils étaient trop passifs. Sur 3 rounds, ils ont tendance à être très agressifs parce que tu peux pas te permettre de perdre un round quand on combat sur 3. Difficilement, parce que ça veut dire du coup il faut vraiment que tu gagnes les 2 autres. Je pense qu'en boxe pro, ils sont peut-être trop à l'aise, ils sont peut-être aussi qu'ils n'ont pas le cardio pour, parce qu'ils sont pas habitués, ils sont habitués à être agressifs sur 3 rounds, peut-être pas à être agressifs sur 12 rounds. Et donc on a vu beaucoup de boxeurs cubains rentrer dans une sorte de technique extrêmement belle, mais malgré tout avoir justement être trop passif et in fine perdre des combats. Pour moi le meilleur exemple de ça c'est Rigondo, Guillermo Rigondo, qui est un boxeur cubain que j'aime beaucoup, qui a un jeu de jambes parfait, un équilibre excellent, et qui a pu montrer dans certaines parties de sa carrière des capacités un peu trop passives et pas assez entreprenantes. Pour moi, le combat qui résume le plus ça, c'est contre John Riel Casimiro. Globalement, Rigondo finit par perdre le combat parce qu'il ne propose rien, alors qu'il est au-dessus techniquement de Casimiro. Et je pense évidemment que, en allant un peu plus à l'échange, certes, il se serait mis plus en danger puisque Casimiro frappe fort, mais je pense qu'il aurait sûrement pu prendre plus de points et réussir à au moins marquer, quoi. Parce qu'ils ont un peu une réputation des boxeurs qui esquivent bien, mais qui ne remisent pas derrière. Donc forcément, ça ne te met pas de points.
Récemment, Frank Sanchez, le poids lourd cubain qui était un peu dans le même problème, et Randy Lara qui a pu avoir des soucis similaires. Et donc voilà, c'est leur réputation, des boxeurs qui sont excellents, mais qui perdent des combats parce que pas assez actifs, même s'ils sont meilleurs techniquement que leur adversaire. Et récemment, les Cubains ont pu de nouveau passer professionnels, ce qui est voilà, la petite news. Et donc il y a de plus en plus de Cubains qui passent pro, donc notamment Andy Cruz, médaillé d'or en 2020 au JO, enfin 2021, mais également David Morel, et suivi de près par Osley Iglesias, qui sont, je pense, actuellement les 3 Cubains qui font le plus parler d'eux en professionnel. Et particulièrement Morel et Iglesias, c'est des boxeurs qui se sont révélés être beaucoup plus offensifs que ce qu'on a pu voir par le passé. En tout cas, ce qu'on a pu voir récemment, et peut-être un peu offensif de la même manière que ce qu'on avait pu voir pour les Cubains il y a très longtemps. Donc on s'est retrouvé avec des boxeurs qui sont tout aussi excellents en termes de fondamentaux et de technique, mais qui vont venir vraiment chercher le coup dur. Tant et si bien que là où on pourrait reprocher à des Cubains de toujours trop travailler à la touche, même en pro, eux non, eux ils cherchent le coup dur. Et donc on a cette génération de Cubains beaucoup plus agressifs qui est arrivée en pro. Et ce qui est marrant, c'est que Ramirez, c'est donc un Cubain qui a dû fuir son pays. Alors je crois qu'il fuit autour de 2018 dans un camp au Mexique. Donc c'est là qu'il a laissé la team amateur cubaine qui s'est barré, donc il en a profité pour fuir le pays lors d'une sortie extérieure. Et donc il va petit à petit rejoindre les États-Unis. Je crois qu'il rejoint Miami, je suis pas sûr à vérifier, mais la plupart des Cubains ont rejoint Miami parce que c'était pas très loin de Cuba. Et donc en tout cas, alors évidemment c'est une lourde décision, hein, parce que ça veut dire abandonner toute sa MIF, abandonner tous ses potes, abandonner son pays. C'est quand même une décision qui est importante, mais en même temps je comprends la frustration de certains Cubains, à la fois pas être plus connus alors qu'ils sont excellents, à la fois du coup toujours vivre dans la précarité alors qu'il y a un truc dans lequel ils sont excellents. Donc je comprends la tentative d'aller chercher plus loin. Et donc c'est ce que Ramirez a fait en 2018. Ramirez, c'est un très très gros parcours amateur, vraiment un très très gros. Il a gagné l'or 2 fois en 2012 et en 2016, donc au JO de Londres et au JO de Rio, notamment en battant, entre autres, parmi les noms qui sont pour moi ressortis comme étant des bons professionnels, Michael Conlan en 2012, qui est un type qui a donné un très très dur combat à Legoud, à l'époque où Legoud était champion WBA des plumes, donc en 2022, combat qui a été sacré combat de l'année 2022. Il n'était pas loin de remporter le combat par un first round knockout. Finalement, Legoud a renversé la vapeur et combat de l'année. Mais du coup, Conlan, un boxeur qui n'est pas du tout à prendre à la légère, et qui a été de nouveau challenger mondial un petit peu plus loin contre Luis Alberto Lopez. Mais bon, là, il s'est fait défoncer. Mais donc, Conlan, c'est pas un peintre du tout, et Ramirez l'a battu. Ramirez a également battu Ahmad Aliev, qui est donc un ancien champion unifié Supercoq, qui a perdu contre Tapales l'année dernière, avant que Tapales se fasse battre par Inoue. Actuellement, il fait partie des plus gros prétendants Supercoq pour pouvoir affronter Inoue. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le prochain après Sam Goodman, mais en tout cas, il fait partie des derniers gros noms à balayer dans la catégorie. Et il a aussi battu Shakur Stevenson pour la finale pour l'or en 2016. Stevenson, que je présente très rapidement si vous ne le connaissez pas, mais qui est actuellement un champion du monde dans 3 catégories. Il a fait plume, super plume et léger. Actuellement, il est champion de WBC des légers, et c'est considéré comme le 2e ou 3e meilleur léger, et un type qui toc à la porte top 10 pound for pound. Donc c'est un excellent combattant. Donc Ramirez a une carrière amateur qui est vraiment excellente. Il va passer pro donc, autour des années 2018, et il va, de manière assez choquante, perdre son premier combat par décision partagée, ce qui est assez choquant, surtout que j'ai regardé son adversaire, c'était pas non plus quelqu'un qui a derrière eu une illustre carrière. Donc un faux pas, mais malgré tout assez vite il va revenir sur le chemin de la victoire, et il va ensuite enchaîner une bonne dizaine de victoires. Et ce qui caractérise un peu Ramirez, c'est donc, par rapport finalement aux Cubains de l'ancienne génération, donc les gens qui ont dû quitter leur pays, et ben, il est assez agressif en fait Ramirez. C'est un boxeur qui du coup appartient en temporalité à l'ancienne génération, mais qui a un style qui se rapproche en fait un peu plus d'un Morel ou d'un Iglesias, dans le sens où il va vraiment chercher le coup dur. Et c'est un type qui est là pour le chaos, quoi. Il n'est pas là pour danser et pour te mettre dans le vent. Alors évidemment, il reste aussi très bon techniquement, mais c'est assez notable de remarquer que c'est un type qui, en fait, a adopté un style en pro, qui est adopté désormais par les Cubains qui passent pro, alors que c'était il y a quelques années qu'il est passé pro. Donc voilà, on a un boxeur qui est un peu hybride à ce niveau-là. Et puis bon, son style va plutôt bien fonctionner. Il va réussir à choper la ceinture WBO des plumes, pardon. Je crois qu'il la chope en 2022, début 2023 ou 2022, à vérifier. Ceinture qui avait été laissée vacante par Emmanuel Navarrete, qui est un boxeur qui combat juste après, et dont je ferai une vidéo dans la semaine pour vous présenter un peu son combat, qui arrive contre Valdez, boxeur que j'aime aussi beaucoup.
Et donc voilà, il devient champion, tout se passe très bien, et puis il commence à défendre son titre. Et Ramirez est vu comme, y compris par moi, hein, comme un futur champion qui va s'installer longtemps dans la division. Et comme il est champion WBO, et que c'est très facile pour les champions de WBO d'être challenger pour la ceinture WBO de la KT du dessus, je m'attendais soit à ce qu'il fasse partie de ces boxeurs qui enchaînent les titres WBO en montant de KT, un peu comme on a pu voir avec Navarrete, ou un peu comme on a pu voir avec Kosei Tanaka, un boxeur japonais qui a été champion dans 4 catégories. Le troisième à faire ça, après Inoue et Yoka, Kazuto Yoka. Donc moi je m'attendais à ce que soit il grimpe les catégories en WBO, soit à ce qu'il s'installe longtemps dans la KT, qu'il défende son titre pas mal de fois, quitte à ce qu'il unifie, qu'il est incontesté, on n'est pas encore là, mais c'était pour moi des options tout à fait envisageables pour Ramirez. Et puis il décide, fin d'année dernière, de prendre un combattant qui s'appelle Rafael Espinoza, qui est un Mexicain. Et si vous voulez, le combat m'intéressait tellement pas que je ne l'ai pas regardé en live, je me suis pas levé, et j'avais prévu en fait de peut-être le regarder plus tard si jamais il y avait un autre combat un peu hypant de Ramirez et que je voulais me refaire ses anciennes performances pour voir un peu, pour me mettre un peu dans le bain, quoi. En gros, j'ai prévu de faire ça parce que vraiment l'affiche me bottait pas trop. Puis je me suis même pas levé de dimanche à samedi. Dimanche matin, j'ai un peu regardé les résultats et là je me rends compte de manière ultra choquante que Espinoza est devenu champion dans un combat qui est décrit comme le futur combat, comme le combat de l'année 2023. C'est étonnant. C'est étonnant parce que si vous voulez, Espinoza, pour moi, il avait un profil qui pouvait être dangereux, mais en fait, Espinoza, c'est un Mexicain qui, alors désormais, a 25 victoires, dont je crois 23 ou 22 par KO. Donc c'est un type qui a 0 défaite, 0 nul. Donc un palmarès blanc, beaucoup de KO. Donc avant Ramirez, il avait 23 victoires pour 21 ou 20 KO. Et donc, si vous voulez, un combattant qui a l'air excitant. Le problème, c'est que j'avais un peu regardé sa fiche avant le combat. Et en fait, il faisait partie d'une classe de boxeurs mexicains. Si vous voulez, c'est un peu comme en Thaïlande. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, vous avez des boxeurs qui sont très actifs, qui combattent beaucoup, mais qui font beaucoup de 6 rounds, qui font beaucoup de 8 rounds, et qui, même quand ils font des 10 rounds, vont chercher en fait des adversaires locaux, et bah, même eux, ils n'ont pas affronté forcément grand monde, à part d'autres mecs dans des 6 et des 8. Et quand on les regarde, quand on regarde un peu sur les fiches des gens qui sont battus, bah, évidemment, j'ai pas envie de disrespecter à des boxeurs, mais c'est pas des boxeurs de calibre mondiaux pour la plupart. Et donc ça fait qu'on arrive en Thaïlande comme au Mexique à avoir des boxeurs qui ont parfois des palmarès assez impressionnants, mais en fait, en termes de chiffres, en fait, c'est surtout une opposition qui n'est pas excellente. Je pense par exemple à Tastana Salapat, qui est un combattant thaïlandais, qui a combattu contre Nakatani le mois dernier. En se ramenant contre Nakatani, il avait 76 victoires pour une défaite et 51 KO. C'est des chiffres fous. Sauf qu'en fait, sa seule défaite, c'était contre Takuma Inoue dans un combat d'envergure régionale. Et en fait, voilà dans sa fiche, il a affronté que des Thaïlandais et aucun Thaïlandais que je trouve suffisamment notable pour avoir explosé dans d'autres pays ou à l'international. Donc si vous voulez, c'est des fiches qui sont grosses en termes de chiffres, mais sur lesquelles je me méfie, parce que des boxeurs comme ça qui sont très bons contre des boxeurs de classe régionale ou de classe locale peuvent parfois se révéler être excellents, comme Espinoza, et peuvent parfois se révéler être un peu décevants, comme Ryan Curiel, encore lui, hein, j'en ai parlé en début de vidéo, le type qui avait battu, enfin qui se fait battre par exemple. Donc le poids mi-mouche, poids mouche, je sais pas trop est-ce qu'il va continuer de combattre. Donc il y a un peu de tout dans ces boxeurs mexicains, et donc bah, je m'attendais pas forcément grand chose d'Espinoza en fait, pour être honnête. En plus il y avait d'autres trucs chelous sur Espinoza. Il est grand, mais genre il est très grand, il fait 1m85. Ça vous choque peut-être pas, parce qu'il y a peut-être des gens très grands parmi vous, c'est un poids plume. Il fait 1m85 pour 57 kg. C'est géant. Je n'ai pas calculé l'IMC exact, mais je pense qu'on est sur des ratios du style Sébastien Fondora, avec ses 2 mètres et des bananes pour 69 kg. C'est énorme comme gabarit. Et ce genre de boxeur, si vous voulez, il y a un peu de type. Les boxeurs extrêmement grands comme ça, qui sont des poids extrêmement fins, c'est des types qui ont une petite carrure. Ils sont fins, donc ce que je veux dire, c'est qu'ils sont peu épais. Ils ont souvent des bras extrêmement longs, assez peu musclés, et ils vont avoir souvent des problèmes de coordination. Parce que quand on est très grand, on peut avoir des problèmes de coordination et on peut avoir des problèmes de précision. Ça, c'est assez facile à comprendre. Vous voyez, quand je tends mon bras pour toucher quelque chose, bah, si jamais j'incline très légèrement mon épaule, bah, je vais décaler la position de mon poing également un petit peu. Et en fait, pour la même imprécision au niveau de mon épaule, donc pour la même variation d'angle ici, bah, si j'ai un segment qui est beaucoup plus long, bah, j'aurai une variation d'angle beaucoup plus importante à la fin. Ça fait donc qu'on a des boxeurs avec des grands segments qui peuvent manquer de précision. Et donc souvent, en plus on s'attend à ce que ce genre de boxeurs très grands pour leur KT reste du coup à distance. Et puis jab.
On peut penser à Paul Williams dans les années 2000 qui était extrêmement grand. Alors lui il allait à la bagarre parce que c'était un warrior, mais il aurait probablement pu s'en sortir toute sa carrière en juste restant de loin et en jabant. Il était tellement grand, c'était un géant, il avait des segments tellement énormes, il aurait sûrement pu jabber à l'infini. Et si vous voulez, actuellement les géants de leur catégorie, c'est Fundora qui n'est pas du tout comme ça et qui juste aime rentrer à l'intérieur et envoyer des crochets, des uppercuts, et puis les directs, pas trop pour lui. Et Espinoza, je sais pas trop. Et en fait, Espinoza fait partie du même calibre que les boxeurs comme Fundora. Il rentre, il te met le pressing, il met beaucoup de volume, et il travaille beaucoup en crochet et en uppercut. Et si vous voulez, c'est un style qui peut fonctionner. La preuve, ça marche avec Fundora et ça marche avec Espinoza. Mais ça reste a priori pas le moyen le plus efficace d'utiliser le physique qui nous a été donné. Du moins, c'est ce que je pensais. Je vais y revenir un peu sur ça, puisque je me suis rendu compte qu'Espinoza avait quand même des grandes qualités qui venaient de son style d'infight grâce à sa taille. Donc, aménagé. Mais en tout cas, sur le moment, c'est ce que je pense. Et donc, je me dis que globalement, on a Ramirez qui semble être un excellent combattant installé pour longtemps, qui a fait un mini faux pas en début de carrière, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à des très très grands boxeurs, genre Hopkins, genre Henry Armstrong, donc pas de problème. Et en parallèle, on a un Mexicain qui est potentiellement un peu random, qui est super grand et qui utilise un style un peu chelou. Donc, je donne vraiment pas cher de la peau d'Espinoza. Et en fait, Espinoza est vraiment bon. Espinoza est vraiment bon parce qu'Espinoza a un énorme volume de coups, donc ça c'est déjà très bien, et surtout il est extrêmement précis, et il a des combinaisons extrêmement variées, et ça c'est deux points que je n'avais pas forcément capté chez Espinoza avant de voir son combat contre Ramirez, et la défense de titre qu'il a fait depuis. C'est vraiment pas évident pour un boxeur comme ça, d'être aussi précis et d'avoir des combinaisons aussi variées. Ce qui fait qu'en fait, ça ne le gêne pas trop de parfois doubler, de parfois frapper dans des angles extrêmement bizarres, avec des combinaisons de coups qui peuvent sembler quelconques d'un œil un peu extérieur, mais en regardant ces combats et pour être un pratiquant modéré de boxe anglaise, je me dis que c'est des combinaisons que j'aurais pas l'idée de sortir. Surtout que parfois elles sont longues, hein. Il enchaîne 3, 4, 5, 6, 7 coups, il reste et il est sur du volume. Donc ça déjà c'est assez spécial. Et ensuite son deuxième grande particularité, ça c'est vraiment sa précision. Comme je dis, c'est un truc qui n'est pas gagné quand on a des longs segments. Donc Espinoza est peut-être, je sais pas, béni des dieux, comme son surnom Divino, sur ce point-là, parce que c'est un type qui est extrêmement précis. Et donc ça s'est vu notamment lors de son dernier combat contre Chilino, qui est donc la défense de titre qu'il a fait, où il rentre, mais un des plus beaux knockdowns que j'ai vu de ces derniers temps. Chilo qui tente une droite un peu plongeante et un peu en looping pour essayer de choper Espinoza au niveau du crâne, et Espinoza qui rentre un uppercut hyper court, pile au niveau du menton, qui va faire tomber Chilo. C'est ultra beau comme coup, et c'est un boxeur qui vraiment a des qualités à laquelle je ne m'attendais pas. Je me suis également rendu compte que son physique, c'était en fait un truc qui pouvait l'avantager, avec le style d'infight très, très offensif. Parce que mine de rien, je pense que ces longs segments lui permettent d'aller choper des angles qui sont normalement pas chopables, par exemple autour des coudes, dans une des positions où il n'est pas censé pouvoir les toucher. Et puis surtout, il a des uppercuts qui sont déjà naturellement très proches du menton de l'adversaire. Et donc parfois, il fait juste ça, et puis en fait, l'adversaire a déjà sa tête qui remonte. Et Fundora fait un peu pareil. Fundora est en fait naturellement, quand il est en garde, avec des coups qui sont très très proches du menton de son adversaire. Et donc il lui suffit limite de faire ça. Et il touche en fait. Il a en gros pas besoin de charger son coup. C'est ça que je veux dire. Ce qui lui fait gagner un peu de vitesse. Donc bon, en fait c'est un boxeur qui est meilleur que ce que je pensais, c'est vrai, totalement. Reste que Ramirez, c'est quand même Ramirez. Et Ramirez le montre au début du combat. Puisqu'en vrai, Ramirez domine quand même. Il fait des trucs bien, Espinoza, il n'y a pas de problème. Mais on voit que Ramirez cherche un peu le coup dur. Parce que le problème, c'est que quand on est grand comme ça, et qu'on est une fight, on est quand même un peu plus long a priori, parce que nos segments sont plus longs, donc il faut qu'ils touchent. Il faut en gros qu'on arrive à les déplier comme il faut. On se libère, en même temps on est un peu plus vulnérable, parce que quand on se libère, on met plus d'espace au niveau de sa garde. Et donc forcément, un peu comme Fundora, on s'attendait à ce qu'un jour, ça lui retombe dessus. Fundora qui s'est mangé un très très gros KO contre Mendoza en faisant de l'infight. Donc on s'attend à ce qu'un jour, ces combattants soient punis par un type qui va réussir à placer un coup à l'intérieur qui verront pas venir, ou qui arrivera à se glisser dans leur défense qui peut être un peu poreuse parce que c'est dur de tout couvrir. Et c'est exactement ce qui va arriver au cinquième, où en gros Espinoza est en droitier, en gaucher, il veut switch en droitier juste devant Ramirez, deux aux cordes donc il va reculer, Ramirez en profite, il lui cale un énorme crochet du droit que Espinoza ne voit pas venir, Espinoza s'écroule, et à ce moment là on se dit bon il y a le KO. Espinoza fait un bon combat jusqu'à présent, mais voilà, Ramirez attendait de trouver la faille, il a trouvé la faille, Ramirez a touché, Espinoza a coulé. Et en fait à ce moment là, Espinoza se relève. Puis ce qui est fantastique, c'est qu'il se relève, il fait quelques pas en avant, et c'est là qu'on voit qu'il est complètement sonné, parce qu'on pourrait penser qu'il est stable et qu'il vient de faire ce pas en avant et de s'arrêter, et pourtant il se remet à chuter, et il part complètement dans les cordes. Il fait tout le ring, et il finit dans les cordes, tête en avant, bras au-dessus,
il y a beaucoup d'arbitres qui ont arrêté le combat à ce moment-là. Beaucoup d'arbitres actuellement considèrent que si un boxeur se relève et qu'un boxeur retombe pendant mon compte de 10, j'arrête. C'est même un truc qui date pas que d'aujourd'hui. Hein. J'ai d'autres exemples où c'est arrivé de manière, par exemple, Zab Judah contre Tsiu, Kostya Tsiu, le père de Tim. Au deuxième, il se mange un gros coup, il tombe, il essaie de se relever tout de suite parce qu'il manquait d'expérience à ce niveau-là. Il fait la danse du poulet avec ses jambes, l'arbitre arrête instantanément. Même si il aurait pu potentiellement juste rester à un compte de 8 et se relever comme il fallait. Et donc Espinoza a potentiellement fait la même erreur ici. Il se relève trop vite, du coup il rechancelle et il retombe dans les cordes. Beaucoup d'arbitres auraient arrêté le combat à ce moment-là. Pas l'arbitre de ce combat. Et c'est une décision qui est dure à prendre. Parce qu'évidemment, en faisant ça, tu laisses l'opportunité d'un comeback de légende, ce qui est arrivé. Mais tu laisses aussi la possibilité de te faire vachement emmerder derrière, au cas où il y a des galères. Parce que c'est arrivé des boxeurs qu'on laisse repartir trop et qui se prennent un coup de trop. Et même sans aller jusqu'à un drame immense, est-ce que tu as envie d'être l'arbitre qui a laissé repartir Espinoza pendant 2 rounds pour qu'il se remange 5 coups à la tête hyper graves et que tu diminues de facto son espérance de vie. Donc c'est une responsabilité qui est lourde et l'arbitre fait le choix audacieux de le laisser repartir. En même temps, peut-être parce qu'il savait qu'il y aurait le gong qui allait sonner juste après, donc Espinoza est littéralement sauvé par le gong. Hein. Non, pas littéralement. Sauvé par le gong, c'est quand tu es à terre et que le gong retentit et que tu es toujours dans ton compte et que le compte s'arrête. Ça, c'est plus les règles maintenant, c'était les règles à l'époque. Mais bon, reste que sans la cloche, Espinoza se serait fait détruire. A priori par un Ramirez qui arrivait mort de faim. Et donc là, là on arrive au 6e. Alors, donc, respect pour Espinoza. Mais donc là, on arrive au 6e et on se dit, bon, le combat est fini. Ramirez a trouvé la faille, Espinoza est touché. Il y a un monde où Espinoza, même la minute de repos, c'est pas suffit pour récupérer. Et même si ça lui suffit pour récupérer, Ramirez a trouvé la faille. Et on va voir une sorte de... Si vous voulez, c'est en partie pour ça qu'on aime la boxe. Pas que pour ça, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on aime la boxe. Je sais pas, cette palette technique, cette agilité, il y a plein de choses. Mais reste que, si je réfléchis, si je devais garder un truc, est-ce qu'au fond, c'est pas le fighting spirit? Est-ce qu'au fond, c'est pas la détermination de continuer à aller de l'avant, alors que vraiment, tout nous pousse à nous arrêter? Parce que si vous voulez, dans Rocky, c'est ça. Rocky, c'est le fighting spirit. C'est le mec qui continue de rester debout et qui continue d'y aller envers et contre tout. C'est la résilience et presque une folie de se dire, je continue de foncer. Et au fond, ce qui a fait kiffer les gens dans Rocky, c'est ça. C'est pas le fait que Rocky, c'est son artiste des rings et un type qui danse comme personne. C'est juste le fait que ce soit un mec qui y aille et qui ne met jamais un genou à terre et puis qui continue de te foncer dessus alors que tu l'as foutu à terre quasiment pour un compte de 30 il y a 2 secondes. Et je pense que c'est ça qui touche le plus de gens. Et donc comment ne pas être touché par Espinoza qui nous sort le genre de combat où on a un challenger mort de faim contre un champion qui ne s'attendait pas à tomber sur un challenger mort de faim. On en a eu cette année aussi des combats comme ça. C'est Yatsutsumi contre Takuma Inoue. Mais j'ai déjà fait une vidéo réaction à ce combat, mais on est obligé d'apprécier ce genre de moment. Parce qu'on a un type qui est en train de jouer sa vie et qui a conscience qu'il joue sa vie. Et on voit à quel point la personne, je sais pas, est résiliente, à quel point la personne met du cœur à l'oral. On est obligé, je pense, d'être impressionné par toute cette volonté, par tout ce cœur. Et donc c'est exactement ce qu'Espinoza va faire. Espinoza du 6e au 12e, il va rien lâcher. Il va continuer de foncer sur Ramirez exactement comme il faisait. Il va continuer de le rouer de coups. Il va continuer de toucher précisément. Et il va continuer de lui mettre des coups sur des angles où tu t'attendrais pas qu'il puisse te toucher par là. Et il va continuer de te toucher avec des combinaisons ultra chelous. Et il va se remanger des grosses mandales de Ramirez. Parce que Ramirez a trouvé la faille. Mais Espinoza ne tombera plus de tout le combat. Et pourtant, il y a pas mal de moments où on voit ses jambes. Elles chancellent, mais comme pas possible. Et Espinoza reste debout. Et en fait, on est là devant mon écran, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce combat? Espinoza est en train de revenir. Et en fait, Espinoza revient tellement fort qu'au 12e, alors, il faut savoir qu'à l'entame du 12e, Espinoza, s'il perd le round, perd le combat. Ça, évidemment, il ne peut pas le savoir sur le moment, mais maintenant qu'on a les cartes des juges a posteriori, on peut le savoir. Si Espinoza perd le 12e, Espinoza perd le combat, par décision partagée en faveur de Ramirez. Si Espinoza gagne le round, Espinoza gagne le combat par décision partagée. Et si Espinoza met Ramirez à terre, il gagne le combat à 100% par décision majoritaire. Mais, même si jamais il ne met pas Ramirez à terre, il y aura toujours cette indécision. Est-ce que les juges, parce que là je dis ça comme si tous les juges donnaient le même round, 19 à Ramirez, 19 Espinoza ou 18 Espinoza. Je ne me suis pas amusé à faire des calculs à tout moment, il fallait qu'un certain juge voit le truc comme il faut. Donc, rien n'est vraiment gagné à l'entame du 12e. Et au fond, on le sait en tant que spectateur, parce que le combat il est serré. C'est Ramirez qui a eu son gros moment en remportant un round de 18 et en envoyant Espinoza au tapis, au 5e. Et il a touché durement, mais Espinoza il a aussi été là, il a aussi été présent. Hein. Il n'a pas fait que le sac de frappe pendant 11 rounds.
Donc le 12e, il est vraiment important. Et c'est là qu'on voit la différence entre un type qui est mort de faim, comme Espinoza, qui a qu'une volonté, c'est de sortir de son petit circuit mexicain local où personne ne le connaît, et un type comme Ramirez, qui peut-être sur le moment s'attendait pas à avoir une telle résilience chez un challenger. Et donc Espinoza, il est là. Et pourtant, on voit le visage d'Espinoza, il est meurtri, il a les yeux, ils sont hyper gonflés tellement il s'est pris des coups et qu'il a des effusions de sang sous ses paupières, quoi. C'est dur, hein, mais Espinoza, il y va. Et en fait, à un moment, il y a une séquence où il envoie du volume. Il met du volume, il met du volume, il met du volume, il met du volume. Et Ramirez ne répond pas. Et Espinoza, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y va. Donc il continue, il continue. Et en fait, il y a un passage où dans le 12e, Ramirez est tellement dépassé qu'il met un genou à l'air. Parce que Espinoza envoie une tornade de coups avec une précision assez bonne, et sous des angles, et avec des combinaisons extrêmement inhabituelles. Ramirez se fait complètement dépasser par le volume d'Espinoza, et est forcé de mettre un genou à terre. Il n'est pas particulièrement sonné, il est étouffé. Et du coup, avec ce que je viens de vous dire, vous savez ce qui va se passer. Ramirez a mis un genou à terre, Ramirez se fait compter, Espinoza remporte donc le round 18, puisqu'il n'y aura pas d'autres passages au tapis, ni d'Espinoza, ni de Ramirez, et il n'y aura pas de KO. Ramirez va se relever et va terminer le combat. Mais donc, avec ce voyage au tapis, Espinoza remporte le round 18 et donc remporte son combat et sa ceinture WBO des poids plumes. C'est exceptionnel. Et là, je pense qu'on a découvert un grand boxeur. On aurait pu se demander, est-ce que c'est la performance de la vie de Espinoza qui a lâché tout ce qu'il avait en lui sur ce combat-là, ou est-ce que c'est un type qui va en fait se retrouver et s'installer comme un très très bon champion? Encore une fois, on a vu des tout. Dans l'histoire, on a vu des one-hit wonders qui ont tout donné sur un combat et qui ont complètement déraillé après. Et on a vu des gens qui étaient en fait à un niveau où on pensait qu'ils n'étaient pas fous, puis on leur donne une opportunité, ils la saisissent, en fait ils s'installent comme des très longs champions. Je pense à Carlos Palomino par exemple. Et Espinoza, bah, il semble bien installé, parce qu'il a défendu son titre contre un Chino qui n'est pas le meilleur boxeur de la catégorie, clairement. Reste qu'il a démarré. Il l'a envoyé à terre au round 1, au round 3, au round 4, il lui a rentré, comme je vous ai dit, ce super contre-uppercut sur le cou large. Espinoza a démarré Chirino. Et donc là, entre-temps, quelque part, on attend que la revanche. On attend que la revanche pour savoir si Espinoza a confirmé et en effet s'installer comme un champion de longue date, ou, comme je vous ai dit, monter en super plume, puis en léger, etc. Ou si Ramirez va reprendre son titre comme au fond, et finalement nous montrer que c'était juste une année un peu chelou, où en fait il a perdu le titre pour le regagner et repartir sur le plan de base, championnat pendant longtemps, unification, etc. Entre-temps, Ramirez est revenu, il a fait un combat contre un adversaire qui est bien classé, qui n'est pas le top 2 de la KT, hein, mais contre un bon adversaire quand même. Il a gagné par KO le 7ème, donc il a aussi montré qu'il n'était pas a priori finito. Mais le combat de dimanche promet vraiment, enfin de samedi prochain, promet vraiment. Puisqu'on peut avoir une fin de carrière pour Ramirez, on peut avoir un passage très compliqué pour l'ami Espinoza, et on peut surtout avoir, je pense que c'est un combat qui va être très déterminant pour la carrière des deux hommes. Et surtout, on a un combat qui va être un putain de combat a priori. Parce que croyez-moi qu'il va y aller, Espinoza, il va y aller. Il va pas rester de loin à jabber, il va foncer. Et je pense que Ramirez va essayer de trouver des coups durs aussi. Je pense pas qu'il va avoir envie de se relaisser dépasser, étouffer. Et ma seule interrogation, c'est est-ce qu'on va avoir un Ramirez qui a la dalle de reprendre son titre? Est-ce qu'on pas, hein, peut-être que ça y est, toute la vapeur de Ramirez a été soufflée par Espinoza. Est-ce qu'on va avoir un Espinoza qui va toujours avoir autant la dalle que l'année dernière? Je m'attends à beaucoup de choses, mais notamment un combat qui va être exceptionnel. Je vous ferai pas l'affront de vous faire un prono qui sera de toute manière faux, parce que c'est un combat où il y a beaucoup d'inconnus, notamment concernant l'état des deux boxeurs. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'Espinoza a fait une masterclass et à quel point Ramirez est terminé. Mais a priori, ça promet d'avoir des feux d'artifice et d'être un combat exceptionnel. Et dans tous les cas, pour le gagnant, puisque ce sera le champion de WBO, il y a la possibilité pour lui de monter dans l'échelle, aller chercher le champion de WBO de la KT du dessus. Et justement, c'est très bien parce que le championnat WBO de la KT du dessus a lieu en main event de cet événement. Il va opposer Emmanuel Navarrete, champion actuel, à Oscar Valdez, ancien champion. Et donc en fait c'est trop bien, parce que les deux vont s'affronter juste après, et donc on a potentiellement les deux vainqueurs du co-main et du main qui peuvent s'affronter très bientôt. Et ce combat, je vais aussi vous en parler moins longuement que Espinoza Ramirez, j'ai moins de choses à dire, mais je vais aussi vous en parler parce que ça promet également des feux d'artifice, et en plus Navarrete est un boxeur que j'aime beaucoup, donc je sortirai sûrement ça dans la semaine, vous connaissez. En tout cas voilà, je vous invite vraiment à regarder ce combat, je sais plus, je crois qu'il est diffusé sur ESPN, enfin j'en suis sûr, donc je pense qu'il devrait être chopable par RMC si vous voulez voir tout ça légalement, sinon VPN, vous connaissez vos propres moyens de regarder tout ça, mais j'espère que ce sera diffusé par RMC pour que ce soit
diffusé à tous les Français de manière tout à fait légale, parce que c'est une soirée qui promet. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, regardez le combat. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt pour Emmanuel contre Manuel Navarrete contre Oscar Valdez. À bientôt.